dans le cas de la fraude électorale, de la lutte contre la fraude électorale, le premier enjeu, le premier défi, c'est de connaître le mode opératoire du fraudeur. Quand on a connu le mode opératoire du fraudeur, il faut maintenant éduquer la masse, former tout ce qu'on recrute, les scrutateurs, les citoyens, les électeurs, les militants. Et nous ne sommes pas hyper ambitieux, nous sommes réalistes parce que nous savons que nous avons fixé notre barre à 9000 en se disant que nous aurons une dynamique de mutualisation, mais également de combinaison de forces, d'énergie, mais également entre partis politiques, entre citoyens, entre organisations de la société civile, notamment les observateurs qui peuvent nationaux principalement. Nous savons qu'il faut une surveillance en temps réel, parce que le grand défi, c'est cette surveillance en temps réel à l'intérieur du bureau de vote, à travers les représentants et les scrutateurs au moment du dépouillement, à la fin du vote, mais surtout autour du bureau de vote, parce qu'il y a un ensemble d'enjeux, notamment en termes d'achat des consciences des électeurs, mais en termes également de désordre à créer lorsque les uns et les autres trouveraient qu'il y aurait un vote pour une sensibilité par rapport à une autre sensibilité lors du dépouillement. C'est-à-dire que dans les formations que nous sommes en train de faire, nous disons par exemple aux électeurs qu'il y a une possibilité que lors du dépouillement, parce qu'un candidat, notamment le parti au pouvoir, qui a toute une sophistication dans la fraude, se retrouve dans la volonté de perturber le dépouillement. Nous avons donc des réflexes, parce qu'il est important d'inculquer les réflexes. Mais vous dites que vous allez former, oui. Vous allez inculquer oui. certaines notions aux citoyens qui voudront bien surveiller le vote le jour du scrutin. Est-ce que vous connaissez toutes les manœuvres ou bien toutes les stratégies du camp d'en face? Forcément, ces manœuvres-là évoluent au fil des années. C'est pour ça que j'ai parlé mais le premier défi, c'est connaître le mode opératoire, c'est-à-dire comment le concurrent ou le fraudeur se comporte. Mais ce mode opératoire, il peut évoluer, Serge Gauthier. Bien entendu. Vous savez, lorsque vous êtes dans la politique, vous faites ce qu'on appelle la veille concurrentielle. Comme dans les médias, c'est-à-dire oui. Que vous devez savoir comment votre concurrent se comporte, comment il évolue, quelle est la réception que le public. C'est la même chose quand vous êtes engagé à une élection. Vous faites la veille sur tous vos différents concurrents, mais comme nous sommes dans une élection présidentielle dans laquelle on a toujours, c'est le parti au pouvoir qui est la cible véritable, parce que c'est elle qui a l'appareil de l'État, c'est lui qui a l'appareil de l'État, c'est lui qui a l'administration, c'est lui qui est reproché, soupçonné de fraude. Et à chaque fois, entre les années 90 et aujourd'hui, parce qu'il s'est rendu compte que l'opposition travaillait à lutter contre cette fraude, il a également sophistiqué sa machine. C'est pour cela qu'à un moment, les intimidations et les menaces ont suppléé les bourrages des urnes. Vous voyez, très récemment, il y avait des bureaux de vote parallèles et fictifs. Quand, par exemple, un parti concurrent dit le signer, il fallait... Le SIF. Voilà. C'est parce que tous les jours, donc, il y a un travail de veille, de contrôle sur ces manœuvres-là et pour pouvoir à la fois les contrer à défaut et les contourner. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de l'avenir du Cameroun. Les Camerounais doivent se poser la question de fond et la question essentielle. Sont-ils pour la continuité avec ces plaintes permanentes, quotidiennes, ou pour la rupture? C'est de là qu'il est question. Et si nous sommes donc pour la rupture, en famille, j'ai souvent l'habitude de dire à tous qui travaillent pour le système gouvernant ou qui le supportent en leur disant, si tout le monde travaille, combien de personnes vous demandent le dépannage à la fin du mois? On vous demande du dépannage, ceux qui vous demandent à être dépannés à la fin du mois, c'est ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle. Or, si nous étions, évidemment, le plein emploi, il faut être en Europe, en Occident, c'est un mirage pour l'instant en moins d'une décennie. Mais si sur une famille de 10 enfants, 7 avaient un emploi, le poids de la demande d'aide baisserait. Donc, vous êtes obligé soit d'être corrompu pour pouvoir soutenir votre frère, soit d'être un tricheur, ou soit de vous plaindre que vous n'en avez pas et vous êtes détesté dans la famille. Donc, la meilleure façon, c'est de souhaiter la rupture
pour que vous soyez à l'abri de cette pression et que vos proches soient à l'aise et que vous ayez envie d'aller lui rendre visite dans une situation confortable et vice-versa. L'ambition, c'est donc d'avoir au niveau de l'UMS 9000 scrutateurs. Oui, et nous avons des bureaux, comme nous sommes par exemple à l'extrême nord, nous avons travaillé avec une équipe régionale qui a été installée, une équipe de coordination de vote, et puis les équipes locales dans les villes dans lesquelles nous sommes en train d'organiser nos meetings qui vont s'achever là-bas au soir du 7 de ce mois. 9000 scrutateurs, c'est pour les localités où l'UMS est implanté ou c'est pour tous les bureaux de vote à travers le pays et même à l'étranger? Parce que 9000, si on parle de plus de 30 000 bureaux de vote, 9000 scrutateurs, est-ce que c'est pas insuffisant? Il faut savoir que l'UMS, le candidat de l'UMS est candidat à l'élection présidentielle, mais il espère aussi que, nous sommes aussi conscients que pourrait avoir une dynamique de la coalition, que nous appelons de tous nos voeux. D'ailleurs, lors de notre conférence de presse, vous avez fait une sortie dans ce sens. Voilà, du samedi 22 août dernier, nous avons notre président national a clairement indiqué dans son propos liminaire que la coalition pour lui était un enjeu stratégique pour dégager le système gouvernant et son candidat. Donc, si nous sommes dans une logique de coalition et de mutualisation des forces, des énergies, parce qu'il faut être réaliste, les partis d'opposition n'ont pas suffisamment de moyens. Maintenant, on peut demander à avoir 9000 personnes et que les gens soient séduits par notre discours, par notre engagement, par notre volonté, par ce que nous montrons comme par notre sérieux et dépassent là. Mais l'idéal, c'est que chacun se définisse une zone, que nous soyons mutualisés ou pas, chacun se définisse une zone avec des capacités réelles de maillage et de cadrage de cette zone. Et maintenant, on s'entend sur le partage d'informations. Parce que l'une des grandes difficultés, il le disait tout à l'heure, il y a la mobilité. On ne peut pas être partout, mais on peut jouer, question mobilité, synergie des moyens, on peut jouer également sur le digital, qui sera il faut savoir que pour 2025, l'élection de 2025, le digital sera l'un des acteurs clés. Parce que en 2018, par exemple, sa pénétration était inférieure, et puis la maîtrise même de tous les outils du digital n'était pas bien maîtrisée. Maintenant, il y a des formations dessus, si on peut insister dessus, sur la désinformation pendant la période électorale, parce que ça va faire partie également du processus entre images, fausses images truquées, audio truquées, même manipulation des algorithmes pour mettre en difficulté un certain nombre de candidats. Donc il y a tout un travail que nous sommes en train de faire dessus. Sur le plan technologique, nous allons le partager avec les partis concurrents. Donc votre initiative compte se greffer à celle des autres. Il y a le PURS, il y a le PCRN qui a fait une sortie également dans ce sens. Aujourd'hui, l'UMS, il y a beaucoup de partis politiques, Roland Tapi, qui ont initié le recrutement de scrutateurs. Pas que seulement les partis politiques, même des membres de la société civile. Il y a par exemple la plateforme d'Abdourahmane Amadou Baba qui veut recruter 60 000 observateurs électoraux. Il y a d'ailleurs une plateforme qui a été lancée dans ce sens. Aujourd'hui, au sein des partis politiques et même de la société civile, on parle beaucoup plus de sécurisation des votes. Est-ce que c'est à ce niveau-là que l'opposition a peut-être péché lors des dernières élections? Sinon, pourquoi une telle mobilisation autour de la surveillance du vote aujourd'hui? Tout simplement parce que le code électoral qui encadre les élections au Cameroun a laissé une grande faille qui permet justement que les partis politiques de l'opposition soient mis en difficulté s'ils ne font pas des efforts pour sécuriser ces votes, entre guillemets. Et je dois avouer que j'ai beaucoup de la peine de voir cette débauche d'énergie, réelle ou fictive, des différents partis politiques qui annoncent les chiffres par-ci par-là, qui annoncent des stratégies par rapport à ce qu'ils sont en train de faire pour avoir des scrutateurs et autres. Parce qu'effectivement, d'après le code électoral, s'ils ne font pas ça, ils sont d'avance complètement barrés. Le code électoral prévoit que le jour de l'élection, dans les bureaux de vote, il y a ce qu'on appelle les commissions locales de vote, qui sont constituées par un président qui est désigné par Elecam
et par un responsable de l'administration. À ces deux doivent s'adjoindre les représentants de chaque parti politique, ou plutôt les représentants des candidats, puisqu'on parle d'élection présidentielle. Notez que si on était dans un système sérieux, parce que quand vous parcourez les codes électoraux d'autres pays, vous voyez comment ça se passe, ce n'est qu'au Cameroun que les partis politiques doivent se battre pour dire qu'ils sécurisent les votes. Elle est comme un organe étatique. De même que le représentant de l'administration dont on parle, qui devait être dans un bureau de vote, est un représentant désigné par le sous-préfet de la localité, de l'arrondissement, qui représente également l'État. Et si on était dans une logique où l'État travaille pour tout le monde, pour le public, pour la population globale, on n'aurait plus besoin qu'il y ait des scrutateurs, que les partis politiques se battent à avoir encore quelqu'un dans le même bureau de vote. Parce que le tout n'est pas d'avoir quelqu'un dans le bureau de vote, il faut le payer. Il faut l'entretenir pour cette journée. Et je glisse là-dessus pour dire que quand j'entends le PURS dire qu'ils sont déjà à près de 21 000 personnes recrutées, je me dis qu'ils doivent avoir beaucoup d'argent. Parce que seulement, si on prévoit seulement 5 000 francs à donner à un scrutateur le jour du vote, si on calcule sur les 21 millions dont on parle, ils sont déjà à 105 millions de francs CFA. Et le PURS a d'ailleurs initié une levée de fonds, 1000 francs pour surveiller le vote. Le docteur Bonono aura l'occasion de revenir dessus tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut une masse d'argent importante pour chaque parti politique pour s'assurer qu'il a le minimum dans les bureaux de vote. Ce n'est pas donné. Je dis ça pour dire quoi? Que, en réalité, si le système électoral était sain, propre, on n'aurait pas ces problèmes parce que s'il y a déjà deux représentants de l'État, c'est-à-dire qui sont payés par les impôts des individus, le représentant de l'administration, le représentant de l'ECAM, on n'aurait pas besoin de courir, d'être encore là pour faire ce travail de surveillance. Ça veut dire qu'on est dans un système où on n'a pas confiance, on n'a plus confiance en l'État. Et il faut combler le vide laissé par l'État, entre guillemets, puisque... Ben évidemment, c'est-à-dire que c'est tout cela qui fait en sorte que les partis politiques soient aujourd'hui en train de se battre comme ils peuvent là. Sauf que là, il y a une difficulté, à côté de la difficulté financière. Les partis politiques, en réalité, n'ont pas, pour ce cadre-là, ils n'ont pas de choix que de se mettre ensemble. Ils n'ont pas de choix s'ils veulent vraiment surveiller ce vote. Parce que, figurez-vous, s'ils partent en rang dispersé, le code électoral prévoit que dans chaque bureau de vote, la commission locale de vote, en dehors du représentant de l'ECAM, du représentant de l'administration, doit avoir le représentant de chaque candidat. Ça veut dire que s'ils ne se mettent pas ensemble, d'un côté, tel candidat sera en train de faire des efforts pour avoir de l'argent pour son scrutateur de l'intérieur, tous les autres seront en train de faire le même effort et finalement pour se retrouver en train de dépenser dans un bureau de vote 711 autour de 50 à 55 000 francs de vote, alors qu'ils auraient pu, s'ils étaient ensemble, pour plus dépenser que 5 000 francs s'ils se mettent ensemble. Pour un seul candidat. Ou même pour la moitié. Ou pour la moitié. Donc, sur ce plan-là, ils n'ont pas de choix en réalité. Parce que quand j'entends des chiffres qui sont avancés, je suis quand même un peu dubitatif. Peut-être le docteur nous le dira un peu plus davantage. Mais on ne peut pas aller en campagne électorale en faisant des spéculations. Si les opérations de collecte d'argent qui ont été lancées n'aboutissent pas à la fin, qu'est-ce qu'on va faire des gens qu'on a au moins contactés pour travailler dans ce jour-là? Qu'est-ce qu'on va faire de leur pays? Il faudrait pas qu'à la fin, on commence à dire, oh, tel est un escroc, il n'a pas fait ceci ou cela. Il faut qu'on ait à l'avance des moyens financiers suffisants pour garantir un certain nombre de choses et n'attendre un surplus que pour gérer un certain nombre de choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas faire comme si tout allait très bien et que les partis politiques ont raison de s'époumoner comme ils sont en train de faire. Il faudrait qu'à partir de là, qu'on comprenne très bien que les partis politiques, les candidats, en temps normal, dans les batailles qu'ils mènent, devraient également se battre pour que ce code électoral soit revu pour éviter effectivement que ce genre de choses
ne se reproduise, ou tout au moins que l'organe en charge de l'élection et les CAM soient suffisamment neutres, indépendants, de telle sorte qu'on peut lui faire confiance quand on est candidat, que d'être encore en train de chercher quelqu'un pour mettre là, comme si on voulait le surveiller lui, alors qu'il est là pour travailler pour l'État. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Les partis politiques sont à la recherche de gendarmes en civil pour surveiller le vote. Nous avons été rejoints par David Moukoudi. Bonsoir David, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous représentez l'ONG Un Monde à Venir, une ONG qui défend régulièrement les droits de l'homme et promeut la participation citoyenne. Un Monde à Venir a pris l'habitude de former les scrutateurs. À la veille de chaque élection, on vous voit vous déployer sur le terrain, mobiliser ceux-là, les outiller, leur enseigner un peu le processus électoral. On imagine que c'est un rendez-vous prévu également pour cette élection présidentielle. Mais il y a l'initiative des partis politiques. Lorsqu'on a par exemple des partis politiques qui décident de leur côté de recruter des scrutateurs, est-ce qu'ils travaillent avec vous pour leur formation? Comment ça se passe? Merci, bonsoir Claude Maillot, bonsoir aux co-discutants. Vous allez lever légèrement votre micro, David. Ah, d'accord. Levez légèrement, voilà, c'est bon. Merci. Je disais bonsoir à vous Claude, bonsoir aux co-discutants du jour, bonsoir aux Camerounais qui nous écoutent et nous regardent ce soir, une fois de plus, à travers Balafon TV. Et Radio Balafon. Évidemment, désolé de ma part d'être arrivé avec ce retard, c'est dû involontairement de ma part. Vous savez, la route en saison de pluie actuellement n'est pas très praticable. Ajouter à ça encore l'incivisme de certains Camerounais, c'est tout un café naoun qui est en route pour vous retrouver, quittant Akwa pour Bounam Sadi, en train de faire plus d'une heure de temps en route. Ceci étant, je crois que tout ça participe aussi au contexte électoral actuel, en espérant que les différents candidats qui sont en lice vont nous proposer quelque chose de plus digeste, de plus soft, pour résoudre définitivement cet épineux problème d'état de la route et également de l'incivisme des uns et des autres. Pour revenir à votre question, il faut dire effectivement, Un Monde à Venir, c'est une organisation citoyenne qu'on ne présente plus, qui se déploie comme les autres organisations de la société civile également, qui travaillent sur le champ de la gouvernance et des droits de l'homme, parce qu'il faut le dire, la participation électorale est un droit de l'homme qui est évidemment codifié dans plusieurs documents, instruments au niveau africain, au niveau international, dont le Cameroun est partie État, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, c'est un instrument des droits de l'homme. La Charte africaine de la jeunesse, c'est un instrument des droits de l'homme qui prévoit la participation électorale des jeunes. Vous prenez la CEDEF, qui est un instrument également des droits de l'homme pour la participation électorale, qui prévoit également la participation électorale des femmes, pas seulement comme électrices, mais également comme dirigeantes des instances de gouvernance au niveau local et même au niveau national. Et évidemment, dans ce contexte-là, nous travaillons avec les partis politiques. Évidemment, ceux qui nous sollicitent, c'est pas nous qui les sollicitons. Ceux qui nous sollicitent par le passé, ils ont été nombreux, qui nous avaient sollicité pour d'abord former leurs militants sur plusieurs sujets, d'autres sur la compréhension des enjeux électoraux, d'autres sur la maîtrise des processus électoraux, parce que il suffit pas d'être membre militant encarté d'un parti politique ou même avoir été élu dans un parti politique comme conseiller municipal pour penser que on a la pleine maîtrise du code électoral. Moi-même qui parle là, j'ai pas la prétention de dire que je le maîtrise assez. Donc on a souvent travaillé avec les partis politiques pour former leurs militants et également pour former leurs représentants, parce que voyez-vous, les scrutateurs ne sont pas. J'ai souvent entendu beaucoup de partis politiques utiliser cette expression qu'il faut dire que c'est un nom qui est bien codifié dans le code électoral. Les scrutateurs n'appartiennent pas à un parti politique ni à une association. Ce sont des électeurs simples qui sont pris parmi ceux qui sont régulièrement inscrits dans un bureau de vote, et ceux-là sont désignés
sous proposition du président du bureau de vote qui représente la plupart du temps Elections Cameroun, avec en conseil avec les autres membres de la commission locale ou encore la commission la commission locale de recensement des votes. Est-ce que ceux-là sont censés être neutres et ne pas avoir de parti pris? Non, le code électoral a bien défini leur rôle. Peut-être recruté pour le code électoral a bien défini. Le code électoral a bien défini leur rôle. Ils n'interviennent qu'à la fin. C'est-à-dire que quand on a fini les opérations du choix, quand les électeurs ont fini de faire leur choix dans l'urne, parce qu'il faut dire que l'élection, c'est tout un processus qui se termine avec la publication des résultats définitifs après le contentieux. Donc, le fait de mettre le bulletin dans l'urne, c'est le choix. C'est à partir de ce moment-là, après avoir fait le choix, mis le bulletin dans l'urne, à 18h00, quand on a fini, c'est en ce moment que les scrutateurs entrent en jeu. Ils ne sont que là pour accompagner la commission dans le processus de décompte, de dépouillement des voix, de décompte au niveau du tableau, et après ça, dans le procès verbal, leurs noms seront marqués. Que telle personne avait été réquisitionnée en tant que scrutateur. Mais en dehors de cela, les partis politiques aujourd'hui sont à la recherche de personnes qui vont des représentants. Passer la journée dans les bureaux de vote. C'est les représentants. Eux aussi, le code électoral a prévu leur mission. Ils sont là, il faut dire que aujourd'hui, ce qu'on voit aussi au Cameroun, le fait qu'on mette un représentant devant les bulletins, qui s'assoit en longueur de journée devant les bulletins de son candidat, c'est une aberration, que ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça, et peut-être dans d'autres pays ici en Afrique. Vraiment, le représentant n'a rien à voir à faire assis en longueur de journée devant les bulletins de son candidat, parce que justement, nous l'enseignons, c'est même parce qu'il est assis là, et pendant qu'il est assis là, que la fraude est en train de se passer. Comment ça? Est-ce qu'il ne doit pas s'assurer que le bulletin de son candidat soit effectivement pris par l'électeur? Il le fait depuis le matin, c'est pas à lui de s'assurer de cela. Il n'a pas à aller agresser un électeur que prends le bulletin de mon candidat, prends le bulletin de mon candidat. Non, c'est pas à lui de le faire. Vous voyez? Donc, le matin, quand ils arrivent, ils se rassurent que il y a les bulletins de leur candidat. Chaque candidat en liste a ses bulletins sur la table où on dépose tous les bulletins. On reviendra tout à l'heure, David, de vous dire sur le rôle des observateurs et des scrutateurs. Docteur Bonono, tout à l'heure, Roland Tsapi s'est interrogé sur... Pour dire que l'action des partis politiques de recruter les représentants, parfois ce sont même pas les militants de leur parti. Je crois que je vais plus revenir sur les éléments que Roland Tsapi a déroulé tout à l'heure. Mais il faut dire que c'est dû au fait qu'il y a le fait que les camps eux-mêmes sont en manque d'effectifs, parce que également les camps fait le recrutement au même moment que les partis politiques font le recrutement de leurs représentants. Les camps également fait le recrutement pour les présidents des bureaux de vote et forme les Camerounais qui aimeraient aussi venir être présidents de bureaux de vote et accompagner les camps dans ce travail. Mais il faut dire que si on avait... C'est un travail normal, peut-être on va revenir là-dessus tout à l'heure, qui devrait normalement se faire en amont, que si c'était fait, on n'arriverait pas aujourd'hui à ce que les partis politiques soient en train de rechercher des représentants dans leur bureau de vote, parce que ça a des risques. Peut-être on va y arriver tout à l'heure pour démontrer ces risques-là. Le PURS continue sa recherche de scrutateurs. 90 000, c'est l'objectif. On est à plus de 22 000. On est entre 22 000 et 27 000 selon vous, docteur René Bonono. Ces scrutateurs que vous recrutez, comment ils travaillent? Les représentants. Ces représentants, comment ils travaillent? Comment ils sont encadrés, entretenus même? C'était d'ailleurs la préoccupation de Roland Tsapi. 27 000 personnes vont passer toute la journée dans les bureaux de vote. Ces personnes mangeront quoi? Elles vont se déplacer comment? D'où viendra l'argent pour leur accompagnement? Après, Roland Tsapi, il a tout le droit de contester. Je l'ai dit d'ailleurs ici, et vous-même vous voyez de le dire, c'est l'objectif. J'ai été honnête en relevant le fait que ce qu'on recrute là, l'objectif pour nous, c'est que qu'on puisse avoir au moins le strict minimum à l'arrivée, parce que la fraude va commencer bien avant, c'est-à-dire les débauchages, ainsi de suite. Parce qu'il faut savoir que normalement 5 jours, je crois, avant le scrutin,
les listes des représentants de chaque parti politique doivent être transmises au niveau de l'antenne communale de l'ECAM. Et c'est le responsable départemental de l'ECAM qui constate la composition des bureaux de vote. Cela signifie que très souvent, dans ce qui se passe, c'est qu'une fois que les partis de l'opposition ont communiqué les noms de leurs représentants, il y a un micmac de jeu entre RDPC et ses amis de l'ECAM qui communiquent les noms et les numéros des représentants des autres partis politiques, et ça devient donc des représailles, comme on le disait tout à l'heure. Je pense que nous avons eu, en tout cas, personnellement, moi j'étais candidat à la députation lors des dernières élections, et pour le cas de la circonscription électorale où nous étions, je parle même sous le contrôle de Gauthier qui est sur votre plateau, il y a eu un cadrage, une façon particulière justement de sécurisation des votes, parce que nous, on a même réussi à avoir 2 représentants par bureau de vote, parce que pour les élections législatives municipales couplées, la loi autorise qu'un parti politique peut avoir 2 représentants dans le bureau de vote. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons lancé cette fameuse opération de Colo pour protéger justement le vote. C'est une des sources justement de comment vous voulez que je vais dire, d'entretien justement de ces représentants dans les bureaux de vote ce jour-là. Maintenant, une élection présidentielle, elle se prépare. Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui ou après la convocation du corps électoral qu'on se souvient qu'il faudra des représentants dans les bureaux de vote. Non. Je trahis pas un secret ici en disant d'ailleurs que parmi les éléments d'échange entre les candidats de la mutualisation, candidat de Fumban, c'était un point important de discussion entre les candidats, c'est-à-dire que la sécurisation des votes. Nous sommes également conscients qu'il y aura forcément de la mutualisation. On l'a toujours fait, avec les autres partis politiques, l'UMS qui est là, c'est-à-dire que s'il y a des localités où il est représenté et que nous avons cette information à travers les échanges qu'on peut avoir, nous sommes preneurs, effectivement. Et dans notre démarche également, s'il y a des candidats qui aimeraient, où nous sommes représentés dans des bureaux de vote, on peut partager l'information. Il y aura justement ces possibilités, ces ponts qui vont s'établir. Mais avant d'établir les ponts, il faut être capable d'apporter quelque chose sur la table de la mutualisation. Sinon, on se retrouve dans une situation où vous n'avez pas... Quand on parle de 9 000, 15 000, 20 000, 60 000, on dit OK, in fine, par rapport à ce qui est proposé, voici concrètement ce qu'on peut contrôler. Pour l'instant, effectivement, comme vous le dites, monsieur Tchapi, on ne donne pas de l'argent. Nous avons eu actuellement nos représentants dans l'extrême nord, en fait. Je cite ce cas pour voir effectivement. Il y a des candidats qui proposent 10 000 francs par jour. Côté de l'extrême nord, on dit aux gens qu'on ne peut pas faire ce genre de proposition parce qu'on n'est pas sûr d'assumer. Pendant les élections législatives municipales, nous étions autour de 1500 et 2000 candidats par représentant dans les bureaux de vote. Donc, il faut tenir compte aussi, je voudrais dire à Roland de ne pas parler par rapport à son statut à lui. Vous savez, dans nos villages, c'est vrai qu'avec 2000 francs... 500 pourrait suffire. Ça représente beaucoup. Vraiment, dans les villages, on a eu cette expérience-là. Mais comme je le dis, il y aura forcément des situations qui vont se produire. On parlait des bastonnades. Ce que nous sommes en train de prévoir, c'est de solliciter auprès du ministre, la loi nous autorise justement de pouvoir mobiliser les huissiers ce jour-là. Parce que très souvent, ce qui se passe, nous avons eu des représentants, par exemple, à la commune de Ndiki, en 2020-2010, à une certaine heure, on sentait déjà que il y avait, le vote était en train de plier d'une façon ou d'une autre. Le préfet a dépêché une tournée immédiate. Et quand il est arrivé dans les bureaux de vote, il sortait tous les représentants des partis politiques de l'opposition. Mais comment prouver ça dans une situation de contentieux post-électoral s'il n'y a pas de constat d'ici? Ça veut dire que, mais la loi également permet cela. Et nous savons que ça va être une autre bataille. Parce que sinon, s'il n'y a pas de constat d'huissier, c'est difficile de prouver un certain nombre de situations. Maintenant, je suis d'accord avec Roland sur le fait que moi j'ai toujours dit que c'est une arnaque en fait. C'est un piège dans lequel l'opposition est tombée. C'est-à-dire cette affaire de représentants dans les bureaux de vote. Ça suffit d'abord financièrement. Financièrement. C'est-à-dire que cet argent aurait pu servir pour la campagne, mais on est obligé de l'utiliser. Parce que souvenez-vous, après 2018,
lors du contentieux post-électoral, la question qu'on posait aux partis politiques opposition, c'est que vous aviez combien de représentants dans les bureaux de vote pour dire même que vous avez gagné l'élection. Vous comprenez un peu ce traquenard dans lequel l'opposition, si on était effectivement dans quelque chose de transparent, de clair, un parti politique n'a pas besoin d'avoir de représentants dans les bureaux de vote. C'est-à-dire le processus est clair, il se fait normalement, l'expression du suffrage est clairement présentée. Mais on est obligé, dans le contexte actuel de la situation, de le faire. On n'a pas le choix que de recruter des représentants. Ça va même plus loin. Gauthier le disait. Souvenez-vous que lors des dernières élections de 7 octobre 2018, quelle est la première action que le régime a posée pour une région comme l'extrême nord? C'était de suspendre Internet, de suspendre la lumière. Pendant que les opérations de vote se posaient, je vais dire, les opérations de comptable, de vote se passaient, il y a eu deux actions qui étaient posées. Ça veut dire que même transmettre le PV photocopié, du moins filmé, c'était assez difficile pour avoir des résultats. Mais au fur et à mesure que nous avançons, vous l'avez dit, qu'il y a comme l'adversaire mute dans ses stratégies de fraude. Et nous devons également prendre la peine de nous adapter. Nous ne disons pas que en leur faisant tout ça, on va pouvoir contenir toute la fraude. C'est pour ça que nous appelons. Malheureusement, on a perdu le docteur Bododo. On va essayer de l'avoir tout à l'heure. Mais Serge Gauthier, selon ce qu'il dit, chaque parti politique va venir avec sa liste, avec sa part d'observateurs électoraux. Donc, ils ne travailleront qu'avec les partis politiques ou les candidats qui auront recruté au moins des scrutateurs électoraux pour qu'ensemble, des représentants, pardon, pour qu'ensemble, ils s'accordent sur le déploiement de ces derniers. Maintenant, concernant la prise en charge, évidemment, c'est pas une initiative. L'argent ne vient pas, pour le cas du PURS, l'argent ne vient pas du parti, mais il y a une levée de fonds qui a été initiée, qui fait en sorte que des Camerounais, des bénévoles décident de contribuer, de donner 1000 francs pour la prise en charge de cela. Mais est-ce que ça garantit forcément, je posais la question tout à l'heure à David Moukoudi, est-ce que ça garantit forcément la neutralité de cela? On est d'accord que les observateurs ne sont pas les membres de partis politiques. Ce sont des citoyens lambda, bon, bien qu'ils aient leur carte d'électeur et qu'ils voteront le jour-là. Ce sont des personnes qui soutiennent forcément une personne, un candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que ça garantit, malgré la formation et autres, ça garantit que ceux-là feront effectivement leur travail et n'auront pas un penchant pour un candidat ou pour un autre? Madame, si nous étions dans un système rigoureux, le bulletin unique aurait résolu d'abord la question des représentants dans les bureaux de vote. Parce que c'est sur le même bulletin qu'on viendrait cocher pour le candidat choisi. Donc ça résolverait la multiplicité des bulletins de vote, l'embarras de ce qu'il faille être représenté. Deuxièmement, il faut savoir que, comme je le disais concernant l'UMS, l'Union des mouvements socialistes, dont notre candidat est Pierre Kouemoy, nous avons décidé de créer des coordinations régionales et locales parce que, à la vérité, nous qui sommes au niveau central ne connaissons pas la moralité, la probité et l'intégrité de chacun. Or, ceux qui les recrutent de leur côté, puisqu'ils ont eu un travail de développement personnel et de réarmement moral, qui fait en sorte qu'ils soient conscients des enjeux, cela leur permet donc d'aller identifier clairement les personnes sérieuses avec lesquelles on pourrait éventuellement travailler. Évidemment, la perfection n'étant pas de ce monde, il y a toujours une marge d'erreur. Même les statisticiens, lorsqu'ils font des calculs, ils mettent 8% de la marge d'erreur. Donc nous la prévoyons aussi. Nous savons que l'être humain est ondoyant et divers. Je vais même aller plus loin en vous disant, en citant quelqu'un. Vous savez, il y a un général au Sénégal qui est malheureusement décédé et qui nous a quittés en 2019, qui s'appelle Lamine Cissé, qui a été chef d'état-major de l'armée sénégalaise, qui a été ministre de l'Intérieur. C'est lui qui a organisé les élections de 2019, je crois, qui ont fait battre le président Abdoulaye Wade, et il a été chef de bureau des Nations Unies à l'Ouest, en Afrique de l'Ouest. Il disait que dans aucun pays africain, aucune justice n'est indépendante, aucune armée n'est indépendante, aucune cour constitutionnelle n'est indépendante. Mais les seules choses qui permettent
de gagner. Et c'est ce que nous disons, c'est ce message que nous tenons auprès des citoyens. Vous voyez, j'insiste toujours sur la notion des citoyens parce que ça dépasse le simple cadre partisan. C'est la victoire nette et claire d'un opposant. 2, une mobilisation du peuple, de la société civile, de la classe politique pour le respect des résultats issus des urnes. Donc si le peuple qui veut le changement n'accompagne pas lui-même cette dynamique, nous aurons beau, et c'est pour ça que vous parlez de moralité, parce qu'il faut qu'on travaille, on a du temps pour travailler cette moralité, ce développement personnel, ce réarmement. Et qu'est-ce que nous leur disons généralement? Nous leur disons que ici, la vraie menace pendant l'élection, c'est notre paresse à comprendre les enjeux. Il faut absolument que nous sortions de cette paresse. 2, notre silence à réagir. 3, notre lenteur à riposter. C'est pour cela que quand il y a un problème aujourd'hui grâce au digital, il faut signaler et dénoncer systématiquement, immédiatement, il ne faut pas attendre. Si vous attendez le candidat, c'est pour ça que dès qu'on affiche les résultats où il y a coupure d'électricité, vous allumez la torche de votre téléphone ou alors vous filmez si vous avez un téléphone Android. Si vous n'avez